La Côte d'Ivoire est désormais membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, l'organe de l'Union africaine chargé de promouvoir la bonne gouvernance sur le continent. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a échangé hier jeudi avec les Ivoiriennes d'Addis Abeba, réunies au sein de l'association Maman Ivoire. Ces Ivoiriennes ont rendu hommage au couple présidentiel. Le dialogue politique entre le pouvoir et les partis de l'opposition a repris hier jeudi. La rencontre a porté sur les avancées du dialogue, le statut de l'opposition et les questions électorales. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le 24e sommet de l'Union africaine s'ouvre ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Le thème, année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à ce 24e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous vous le disions dans nos titres, la Côte d'Ivoire est désormais membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est l'organe de l'Union africaine chargé de promouvoir la bonne gouvernance sur le continent africain. Le protocole d'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce mécanisme a été signé par le président de la République, Alassane Ouattara, au siège de l'Union africaine. Viviane Haïma est l'envoyée spéciale de RTI 1 à Addis Abeba. Ce jeudi 29 janvier 2015, la Côte d'Ivoire vient d'adhérer au MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le MAEP est l'organe de l'Union africaine chargé de promouvoir la bonne gouvernance dans chaque État africain et partant sur l'ensemble du continent. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce mécanisme a été matérialisée par la signature par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, du protocole d'adhésion. Le 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, qui s'est réuni ce jeudi au siège de l'Union africaine, a donc pris acte de l'adhésion de la Côte d'Ivoire à cette entité. La réunion était présidée par le président sud-africain Jacob Zuma, qui remplaçait la présidente en exercice Ellen Johnson Sirleaf, empêchée. Le directeur exécutif du MAEP est Ibrahim Mayaki. À ce jour, 35 pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, ont adhéré à ce mécanisme d'évaluation qui consiste pour chaque adhérent à soumettre sa gouvernance à l'évaluation de ses pairs. Les domaines qui sont évalués sont la démocratie, la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises, de développement économique et social. Sur tous ces points, le chef de l'État ivoirien, dans son discours d'adhésion, a donné des gages de sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance dans son pays, la Côte d'Ivoire. Depuis mon accession donc à la présidence, la Côte d'Ivoire a pu, grâce au gouvernement et à nos concitoyens, faire des progrès considérables en matière donc, de démocratie et de gouvernance politique. Les élections présidentielles démocratiques ont été donc validées par l'Union africaine et les Nations unies. Les élections législatives démocratiques ont eu lieu, ainsi que des élections municipales et des élections régionales. Et par conséquent, maintenant, toutes les institutions de la République sont en place et fonctionnent parfaitement. En matière de gouvernance économique, nous avons donc pu réaliser au cours des 3 dernières années des taux de croissance annuels d'environ 9% par an. En 2012, nous avons même pu réaliser plus de 10% de taux de croissance. Et nous avons à cet effet procédé à des ajustements et des restructurations importantes pour permettre au cadrage macroéconomique de notre pays d'être parmi les plus solides au monde, avec des taux de croissance, comme je disais, de plus de 9%, un déficit budgétaire de moins de 3%, un taux d'inflation de moins de 2%, et également un endettement extérieur qui est inférieur à 45% du PIB. Cela démontre que la Côte d'Ivoire a retrouvé le chemin
de la bonne gouvernance économique et surtout du progrès pour nos concitoyens. Et dans ce cadre, nous avons mis l'accent sur le 4e volet du développement socio-économique, c'est-à-dire améliorer le quotidien des Ivoiriens. Et ceci, nous l'avons fait par plusieurs voies, en accroissant le salaire des fonctionnaires, en accroissant les salaires des producteurs de café, de cacao, de coton, d'anacarde, etc., donc du monde agricole, et en doublant le salaire minimum intergaranti dans le secteur privé, pour permettre donc aux populations d'avoir un retour de cette croissance. Il nous reste un défi majeur qui est donc l'emploi des jeunes. Et nous allons donc continuer de travailler sur ce dossier qui nous paraît essentiel compte tenu de l'importance des jeunes dans nos sociétés ivoiriennes. Votre discours est un hymne agréable à nos oreilles, a ajouté en guise de réponse le président Jacob Zuma, qui s'exprimait en anglais. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce mécanisme africain d'évaluation contribuera, nous le croyons fermement, à son renforcement, a-t-il conclu. Le reste de la rencontre s'est poursuivi à huis clos. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui en Éthiopie a échangé hier jeudi avec les Ivoiriennes d'Addis Abeba réunies au sein de l'association Maman Ivoire. Ces Ivoiriennes ont rendu hommage au couple présidentiel et exposé les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans ce pays. Viviane Aïmer. À peine arrivée dans la capitale éthiopienne à l'invitation de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH-Sida, en abrégé l'OPDAS, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté de rencontrer ce jeudi 29 janvier les Ivoiriennes vivant à Addis Abeba, regroupées au sein de l'association Maman Ivoire. Elles sont diplomates, épouses de diplomates, chefs d'entreprise, travailleuses dans les organisations internationales ou même sans emploi, mais toutes très attachées à la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Cette fierté d'être ivoirienne, les mamans ivoires ont tenu à l'exprimer à leur première dame au 3e étage de l'hôtel Sheraton où elles ont été reçues. C'est l'épouse de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, Madame Aboua Christiane, qui a pris la parole au nom des femmes ivoiriennes d'Addis Abeba. Elle a exprimé leur fierté d'être reçue avec spontanéité par la première dame de Côte d'Ivoire. Elle a saisi l'occasion pour rendre hommage à Madame Dominique Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur des femmes et des enfants. Je voudrais vous dire à quel point nous sommes fiers d'avoir une première dame à votre image. Je voudrais également relever votre sensibilité et votre générosité qui vous ont poussé à créer la Fondation Children of Africa, le Fonds pour les femmes ivoiriennes, de même que votre projet d'hôpital pour les enfants malades. Pour sa part, la présidente des Mamans Ivoires a fait remarquer que c'est la toute première fois que les Ivoiriennes d'Addis Abeba sont reçues par une première dame de Côte d'Ivoire, d'où leur reconnaissance à Madame Dominique Ouattara. Elles ont par ailleurs égrené les difficultés auxquelles elles sont confrontées et elles ont souhaité pouvoir bénéficier, comme toutes leurs sœurs ivoiriennes, du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Elles ont plaidé également pour la mise en application du nouveau statut des diplomates, statut dans lequel l'épouse du diplomate ivoirien est désormais rémunérée. Madame Dominique Ouattara, qui a écouté avec beaucoup d'attention ses sœurs d'Addis Abeba, leur a recommandé de respecter les lois de leur pays d'accueil. Puis, elle s'est félicitée de leur esprit coopératif et associatif et elle n'a pas manqué de leur donner leur cher pays, la Côte d'Ivoire. Le pays va bien. La Côte d'Ivoire est en marche. J'espère que vous aurez l'occasion de venir à Abidjan, parce que vous allez voir, le pays est devenu magnifique. Vraiment. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites. Il y a beaucoup de choses qui sont en marche. Il y a beaucoup de choses qui sont en route. Et
Et je voulais vous dire que j'espère quand même que vous revenez au pays de temps en temps. Aux épouses des diplomates, elle a expliqué qu'elle a eu une vie presque similaire. Respectant un engagement de son époux, elle a dû quitter le monde des affaires pour se consacrer bénévolement et uniquement à l'humanitaire et à sa famille. Les membres de cette association sont repartis avec du chocolat ivoirien et la somme de 5 000 $ offert par la première dame pour leur association. Les mamans ivoires ont également offert des présents au couple présidentiel. Notons que la première dame avait à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, et la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. Revenons en Côte d'Ivoire où Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, était hier matin face aux journalistes de la presse nationale et internationale pour sa 4e conférence qui avait pour thème croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence en 2020. Il a fait le bilan des activités du gouvernement et présenté les moyens de développement du pays. Et cela porte entre autres sur la diversification de la production dans divers secteurs d'activité. Noël Niagno. Nous pensons que nos compatriotes ont droit à l'information et doivent comprendre les enjeux, les objectifs et les retombées des actions mises en œuvre pour mieux contribuer au développement de notre pays. Pour cette 4e expression du droit à l'information des compatriotes, Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre du budget, de l'économie et des finances, a centré sa rencontre avec la presse nationale et internationale sur croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. Or, 2020, c'est dans 5 ans. Quelles sont les recettes de la survenue de cette émergence? Daniel Kablan-Duncan voit une marche à 9 temps. Il s'agit entre autres d'assurer la stabilité macroéconomique, de consolider l'assainissement des finances publiques, de mettre en œuvre des réformes structurelles et sectorielles visant à améliorer la compétitivité de notre économie et à faire du secteur privé le principal moteur de la croissance, de développer sur l'ensemble du territoire national des infrastructures modernes, compétitives. Pour ces infrastructures économiques modernes et compétitives, des investissements ont été réalisés. Il s'agit entre autres du pont Henri-Conan Bédier, la mise à niveau de 30 000 km de route pour un coût total de 720 milliards environ. Autre composant sur cette voie royale de l'émergence, le secteur privé, le moteur de la croissance. Indicateur de la performance à ce niveau, la Côte d'Ivoire, 2 fois de suite meilleur pays réformeur au monde. Dernier socle, la stabilité macroéconomique. Sur 3 ans, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance fort, durable et inclusif de l'ordre de 9%. Et la réussite de l'eurobond 2014 a fini de convaincre les plus sceptiques. Au total, pour Daniel Kablan-Duncan, l'émergence dans 5 ans, c'est possible. Mais cela ne se fera qu'avec les hommes de qualité et en bonne santé. D'où la construction d'une série d'universités à l'intérieur du pays et la couverture maladie universelle. Tout ceci soutenu par une stabilité politique dans un environnement sécurisé. Le taux actuel étant de 2, c'est-à-dire un niveau équivalent à celui de New York ou Genève. Pour le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, la Côte d'Ivoire poursuit son développement et ce développement va continuer avec les opérateurs économiques nationaux pour atteindre l'émergence, nous dit Adama Koné. S'il a adopté un style détendu au début et à la fin de son exposé, en saluant la victoire des éléphants la veille, le Premier ministre s'est voulu toutefois pragmatique sur certaines préoccupations. Par exemple, comment encourager les entreprises locales face à l'offensive menée vers les investisseurs étrangers. Pour Daniel Kablan-Duncan, les nationaux ne sont pas oubliés. Mieux, ils constituent un indicateur d'appréciation pour les bailleurs de fonds étrangers. L'investisseur étranger ne vient pas dans un pays si l'investisseur national n'est pas bien traité. Parce que souvent, il veut un partenaire. Et le partenaire, c'est le local. Et si c'est que le local est maltraité, bon, mais écoutez, il ne viendra pas. Mais donc, vous avez raison, il faut qu'on puisse mieux vous traiter. Vous savez qu'on a mis un groupe de liaison, c'était public, c'était privé avec vous, de manière à ce que nous puissions étudier ensemble. Disons que vos besoins, chaque fois d'ailleurs le président de la République bouge, il bouge avec les entreprises ivoiriennes. Lors de la rencontre qui a eu lieu au Maroc récemment, et le forum d'ailleurs qu'ont présidé donc les 2 chefs d'État, il y a eu 150 entrepreneurs ivoiriens, 550 entreprises ivoiriennes qui participaient. C'est vous dire que chaque fois qu'on bouge, surtout le président de la République, il part avec un plus grand nombre d'entreprises de manière à ce qu'il y ait un partenariat entre donc,
les entreprises étrangères, les entreprises ivoiriennes. Concernant les arriérés de la dette intérieure, le Premier ministre indique qu'ils seront payés. Il appelle cependant les opérateurs locaux à distinguer arriérés et passifs. Les passifs étant des dépenses engagées sans couverture budgétaire. Et l'État veut frapper fort contre cette pratique qui foule aux pieds les règles des finances publiques. Les fonctionnaires qui sont fautifs, s'ils sont dans la fonction publique, feront l'objet de sanctions. Parce qu'il est inacceptable que des fonctionnaires, sachant très bien qu'il n'y a pas de budget, engagent les dépenses. Il y a des urgences, il y a une autorisation spéciale qui est demandée au titre du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget qui peut faire une avance sur ce dossier. Mais on ne peut pas, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de budget, tromper la clientèle et engager ses dépenses. C'est une faute énorme qui doit être sanctionnée. Tout compte fait, l'État se dit déterminé à mettre de l'ordre dans ses comptes en réglant ses factures auprès des fournisseurs dans les 90 jours. Mesure qui doit donner du stimulant aux activités des entreprises nationales. Lors de cette conférence, le chef du gouvernement ivoirien s'est prononcé sur d'autres sujets d'actualité en Côte d'Ivoire, l'enlèvement des enfants, la couverture maladie universelle, l'interdiction du sachet plastique et les questions de pénurie d'eau dans le district d'Abidjan. Vénance Herman Niami a suivi également cette conférence. Voici son reportage. Revenu à plusieurs reprises dans les questions des journalistes à cette conférence de presse, l'enlèvement et l'assassinat des enfants en Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre, préoccupe tant la population que le gouvernement. Daniel Kamblan-Duncan précise que des mesures sont prises pour mettre fin à ce fléau. Il s'est voulu ferme sur la question. En attendant que ce dossier passe au Conseil, des mesures ont déjà été prises, de manière à ce qu'une brigade particulière d'environ 1500 personnes, policiers et gendarmes, soit active sur le terrain pour arrêter cet élément-là. Il est intolérable et inacceptable quand il est dans un État comme la Côte d'Ivoire, ce genre donc, de choses puisse se faire donc, au XXIe siècle. Selon les derniers bilans du gouvernement, en moins de 2 mois, 25 enfants ont été retrouvés morts, mutilés. De quoi provoquer une psychose au sein de la population à qui il est demandé une vigilance accrue. 5 numéros verts ont été mis à leur disposition. Le 110, le 111, le 145, le 170 et le 116. Et sachez que RTI1 va rediffuser cette conférence du Premier ministre et entièrement sur RTI1, bien sûr. C'est tout à l'heure à 15h30. Le phénomène d'enlèvement d'enfants depuis quelques semaines en Côte d'Ivoire crée la psychose chez les parents dans tout le district d'Abidjan. Dans la commune de Yopougon, hier, des rumeurs d'enlèvement d'enfants ont créé la panique dans les établissements publics et privés de la commune. 11h30, nous sommes à Yopougon. Notre équipe sillonne établissements publics et privés. Le constat est le même partout. Point d'élèves. La raison, une rumeur faisant état d'enlèvement d'enfants. À 10h, voilà. Donc on a reçu les parents, quelques parents, et ils ont demandé à prendre les enfants. Quand on leur aurait dit que les gens sont en train d'enlever les enfants dans des écoles. Nous avons recoupé les informations partaient là. Est-ce que c'était vrai? Donc on s'est rendu compte que c'était des informations sans fondement. Entre rumeurs et réalité, les parents, eux, ne veulent prendre aucun risque. C'est la psychose. Ils préfèrent ramener leurs enfants à la maison. Rumeur ou vérité? Pour en savoir plus, direction le commissariat du 16e arrondissement et la mairie de Yopougon. Impossible d'avoir des interlocuteurs. Le phénomène d'enlèvement d'enfants est certes réel, mais les populations sont invitées à garder le calme et à dénoncer tout cas suspect. Autre information dans cette édition, l'Union européenne et le PNUD apportent le soutien au renforcement de la sécurité en Côte d'Ivoire à travers une convention signée hier entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et ces deux structures. Un fonds de 3,5 milliards de francs CFA sera mis à la disposition de la police nationale. Kwasi Mamadou. Une signature de convention en signe de satisfecit entre l'État de Côte d'Ivoire, l'Union européenne et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Dans le cadre du projet d'appui à la réconciliation de la population et la police nationale, un prêt de 980 millions de francs CFA a été octroyé à la Côte d'Ivoire pour la réhabilitation et l'équipement de 7 commissariats de police et un district de police, tous à Abidjan. Satisfaits des résultats de ce projet, les deux partenaires au développement s'engagent pour un autre projet, celui d'un appui à la restauration du dialogue socio-sécuritaire, d'un montant global de 5,5 millions d'euros, soit 3,6 milliards de francs CFA,
Ce projet va permettre la réhabilitation et l'équipement de 20 commissariats de police, 10 districts et 12 préfectures de police. À cela va s'ajouter le volet formation. De même que l'installation de bureaux d'accueil des victimes de violences, que ce soit des violences de nature sexuelle au détriment des femmes et des personnes vulnérables. Ces bureaux d'accueil se trouveront au sein de commissariats qui seront réhabilités. Aussi la mise à disposition de 13 véhicules de transport d'unité, de 52 véhicules d'intervention, de 277 radios portatives, de 70 kits informatiques et bureautiques et de plus de 1000 kits de protection seront acquis dans le cadre de ce projet pour une performance accrue de la police nationale de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, exprime la satisfaction de l'État de Côte d'Ivoire. Selon Ahmed Bakayoko, l'appui des partenaires de développement a permis de réduire le taux d'insécurité et d'assurer l'état de droit sur l'ensemble du territoire national. Partout où nous avons donné des moyens, nous avons eu des résultats. Nous avons amélioré la capacité de réaction de nos forces. Nous avons réduit les temps d'intervention. Nous avons, par la formation, amélioré l'accueil au public. Nous avons su instaurer une confiance entre les populations et la police. Dans le cadre du projet d'appui à la restauration du dialogue socio-sécuritaire, 20 véhicules de type 4x4 et 19 motos ont été remis séance tenante à la police nationale. Des engins qui seront remis aux différents services de la police nationale à l'intérieur du pays. Les élèves sous-officiers de première année promotion 2013-2015 de l'École nationale de gendarmerie ont été présentés hier jeudi au drapeau après leur formation commune de base. Et c'était en présence du ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Reportage Hamza Diaby. 180 jours d'intenses efforts physiques, intellectuels et moraux. Ces 698 néophytes, hier, peuvent être fiers d'être militaires aujourd'hui. Sans contrainte, ils ont décidé de se donner corps et âme à la patrie. Ils sont présentés au drapeau de l'État ce jour pour marquer la fin de leur initiation, mais aussi la conclusion d'un pacte entre eux et la nation. Vous êtes maintenant engagés au service de la Côte d'Ivoire. En conséquence, vous êtes chargés de la défendre partout où besoin sera. C'est pour cela que vous avez choisi le devoir de vous instruire pour être prêt à servir dès votre sortie de cette école. Avant de s'adresser aux nouvelles recrues, le ministre chargé de la Défense a tenu à saluer le colonel-major Alexandre Apalo-Touré, commandant l'école de gendarmerie d'Abidjan, pour le sérieux et la rigueur dont il fait preuve et la propreté de la caserne. Le colonel-major, le commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan, Apalo, qui mérite nos acclamations. La discipline, c'est le fer de lance des forces armées, notamment de la gendarmerie nationale. Il ne sert à rien de se précipiter au concours de la gendarmerie, d'arriver et après de se comporter en racketteur, en braqueur, en ne respectant pas la population. Soyez à l'écoute et soyez des citoyens. Vous devez être des acteurs de paix et de réconciliation. Et puis, comme annoncé, la maréchaussée vient de tourner une page de son histoire en intégrant pour la première fois dans ses rangs 4 femmes officiers. Elles sont issues de l'école des officiers de Zambakro et c'est l'allure fière qu'elles composent aujourd'hui la garde du drapeau. Le troisième grand titre de cette édition, le dialogue politique entre le pouvoir et les partis de l'opposition, a repris hier jeudi. La rencontre a porté sur les avancées du dialogue, le statut de l'opposition et les questions électorales. Michel Digré. L'heure est arrivée pour le gouvernement et l'opposition de poser des actes forts afin de booster le processus de réconciliation nationale. C'est en ces termes que le ministre d'État Aossou Jano a planté le décor de cette rencontre qui marque la reprise du dialogue politique. Le gouvernement, pour sa part, s'inscrit dans cette dynamique. Selon Aossou Jano, en témoignent les initiatives déjà prises et celles à venir. Vous constatez avec nous tous qu'au niveau judiciaire, chaque jour que Dieu fait, il y a une amélioration, la libération de certains prisonniers, le dégel des comptes.
cette opération va continuer et nous espérons vivement qu'avant l'élection présidentielle de octobre 2015, qu'on ne parle plus de personnes détenues ou des comptes gelés. Je m'exprime au nom du président de la République qui a pris un engagement fort de pouvoir toujours réconcilier les Ivoiriens, forger l'opinion des Ivoiriens vers ces valeurs, les valeurs de paix. Paix, facteur de développement, préalable à tout développement. Et je pense que nos amis et frères de l'opposition sont aussi engagés sur cette voie de dialogue, de la paix. Nous avions ce défi à relever pour pouvoir bâtir une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire paisible. Bâtir une Côte d'Ivoire paisible, l'opposition y adhère et entend jouer sa partition pour tourner définitivement la page de la crise qu'a connue le pays. Ce que je peux donc vous dire, c'est de vous informer de la reprise du dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition. Vous dire aussi que cette rencontre s'est tenue dans une ambiance cordiale. Il n'y a pas eu d'éclat de voix particulier. Chaque acteur a marqué sa grande disponibilité et sa bonne volonté pour agir dans le sens de la normalisation de la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire, de la stabilisation du contexte politique, afin que la Côte d'Ivoire puisse faire de cette année 2015 véritablement une année de paix et de stabilité pour des élections transparentes et crédibles. Les 3 heures de débat n'ont pu permettre d'épuiser l'ordre du jour. Les deux partis se retrouveront la semaine prochaine pour plancher sur les questions de financement des partis politiques et celles relatives à la préparation des élections générales de 2015. La RTI organise depuis ce vendredi matin et ce jusqu'au dimanche 1er février une exposition relative à l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire ici dans les locaux de la RTI à Cocody. Venez visiter cette exposition pour avoir toutes les informations sur la construction des ponts en Côte d'Ivoire. La ministre de la Communication Afoussiata Bamba Lamine encourage les membres de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire à poursuivre l'opération de démantèlement des panneaux anarchiques dans le district d'Abidjan pour débarrasser la ville de ces panneaux qui ne l'embellissent pas. Isaïo Léon Broukwame. Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement, a affiché la volonté de son département de débarrasser la ville d'Abidjan des panneaux publicitaires anarchiques. Une opération qui permettra à la capitale économique de retrouver son appellation de perle des lagunes. Elle a donc profité du déjeuner de presse bilan de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, en abrégé CAFSI, pour inviter les membres de cette organisation à poursuivre l'opération de démantèlement des panneaux anarchique démarrée depuis janvier 2013, laquelle opération a permis de démanteler déjà plusieurs panneaux. Le processus de modernisation est douloureux, mais salutaire pour sortir les acteurs d'une précarité. Malgré le processus jalonné souvent d'incompréhension, d'intérêts divers, nous avons réussi à extirper à ce jour 1196 panneaux et avons bouclé l'étude technique pour permettre de changer la qualité des dispositifs dans un cadre consensuel et institutionnel. Les membres de la CAFSI ont par ailleurs exposé à leur tutelle les difficultés de leur secteur. En réponse, la ministre Afoussiata Bamba Lamine a promis de les résoudre. Je saisis l'occasion de cette rencontre fraternelle pour vous rassurer sur un point. Vos problèmes sont les nôtres et nous travaillons activement à y apporter des solutions adéquates et durables. Mais sachez-le, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara et le gouvernement sont pleinement conscients du poids de votre secteur d'activité au sein du tissu économique et social de notre pays. À cet effet, des réformes de grande ampleur sont à l'étude afin que vous puissiez exercer vos activités dans un climat assaini et bien régulé. C'est à ce prix
que vous vous inscrirez dans la dynamique d'émergence conduite par le chef de l'État. Le directeur de cabinet, Bambachek Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le gouverneur du district d'Abidjan ont exprimé leur volonté d'accompagner la CAFSI. Tout à fait autre chose, les experts de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle des pays francophones ouest-africains sont à Yamoussoukro pendant 2 jours. Ils vont réfléchir sur le développement des compétences et les transformations économiques en Afrique. Exemple des acteurs de la construction, du génie civil, des mines et de l'électricité. Kader Segodogo, RTI Boaké. Les systèmes d'enseignement supérieur et de la formation professionnelle sont confrontés à de réelles difficultés dans bon nombre de pays africains. Le déficit d'infrastructures adaptées, le manque d'enseignants, la croissance de la demande en formation, l'inadéquation entre la formation et l'emploi sont autant de difficultés qui assombrissent le tableau. Pour remédier à ces nombreux problèmes, un colloque international est initié à Yamoussoukro. Il réunit des experts venus des pays francophones ouest-africains ainsi que des partenaires techniques et financiers. Pendant 48 heures, il sera question d'identifier les voies d'amélioration de l'enseignement supérieur et professionnel afin de répondre aux besoins croissants des économies africaines. Le colloque de Yamoussoukro est également un espace pour concevoir des solutions et favoriser la collaboration dans des domaines tels que la construction, le génie civil, les mines et l'électricité. À la cérémonie d'ouverture, représentant le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, qui avait à ses côtés le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamien Konan, soutient que ce colloque trace les sillons d'une formation de qualité des jeunes en tenant compte des réalités du moment. Il s'agit de définir des modalités et des voies par lesquelles des jeunes mieux formés contribueront plus activement au développement des secteurs stratégiques de nos économies. La réalité aujourd'hui doit nous interpeller tous. Pour arriver à surmonter toutes les difficultés liées à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, les pays africains peuvent compter sur le soutien financier de la Banque mondiale. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, rassure. Notre institution qui a investi près de 426 millions de dollars américains en 2014 dans l'éducation continuera à accompagner chacun de vos pays pour asseoir un système éducatif performant, résilient et pertinent. Après le colloque de Yamoussoukro, l'accent sera mis sur la formation des ingénieurs dans les domaines de la construction, du génie civil, des mines et de l'électricité. L'Afrique compte à ce jour moins de 25% d'étudiants formés dans ces secteurs clés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.